Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Chemin des Passions. Je vous invite à partir à la découverte de Sisterfield. Juliette et Sophie sont sœurs. Elles lancent Sisterfield, une méthode efficace de thérapie par le froid qui se concentre sur la cryothérapie périnéale. Aujourd'hui, je reçois Juliette. Nous parlons de son parcours, de cette aventure entrepreneuriale en famille, de la cryothérapie périnéale, de cette méthode thérapeutique et de ses nombreux bienfaits. Nous parlons également de leur passage télé à Qui veut devenir mon associé sur M6 et du développement de leur entreprise. Sans plus attendre, je vous laisse avec notre conversation. Sachez que vous pouvez commenter les épisodes sur Spotify, alors laissez-moi des messages et j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Juliette. Bonjour Rim. Merci et bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour discuter donc de Sisterfield que tu vas nous présenter. Merci pour ton invitation et je suis ravie aussi de pouvoir partager avec toi et avec ceux qui nous écouteront. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter de la manière dont tu le souhaites ? Je m'appelle Juliette, j'ai 38 ans et entre autres, j'ai créé avec ma sœur Sophie la marque qui s'appelle Sisterfield et notre idée, c'est de promouvoir des méthodes de bien-être naturel pour les femmes. Alors justement, puisque tu parles de ta sœur, on va rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais bien savoir un peu plus sur ton parcours et celui de ta sœur et comment justement vous vous êtes rencontrés pour lancer Sisterfield. Si je repars de la petite enfance, on s'entendait pas très bien. Après, on a commencé à se rapprocher au collège et on a vraiment tissé des liens très forts jusqu'à un moment donné se dire on aimerait bien, pourquoi pas travailler ensemble. Et toutes les deux, on aimait bien tout ce qui était entrepreneuriat de par nos parcours et on commençait à réfléchir à des idées ensemble sur quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, de par nos expériences personnelles dans notre vie de femme, à un moment donné, on est tombé sur ce produit et sur ce concept de la cryothérapie périnéale qu'on a testé toutes les deux. Et on a commencé à en parler à plein de gens autour de nous et on s'est dit mais il y a carrément quelque chose à faire, c'est beaucoup trop méconnu alors que ça a des bienfaits vraiment géniaux pour plein de problèmes que les femmes rencontrent tout au long de leur vie, soit de manière ponctuelle, soit de manière récurrente. Donc à la base, l'idée c'est vraiment une envie de faire quelque chose ensemble. Avant ce projet entrepreneurial que vous avez commencé ensemble, qu'est-ce que vous faisiez ? Est-ce que en gros vous étiez salarié dans des entreprises ? Dans quel secteur d'activité ? Qu'est-ce que vous faisiez avant ? Pour parler de manière très précise, après un parcours en école de commerce, j'ai travaillé dans les achats, dans le prêt-à-porter et en tant que chef de produit. Ensuite, j'ai travaillé dans un atelier de confection de robes de mariée en tant que responsable des opérations et j'ai beaucoup aimé le côté savoir-faire artisanal, travailler des belles matières, travailler sur quelque chose d'ancestral avec même des métiers qui étaient en perte de vitesse et qu'on ne trouvait plus en France. Je trouvais ça vraiment chouette et une entreprise en croissance, donc plein de choses à faire hyper intéressantes. Et après, de par un déménagement, des grossesses, etc., je me suis retrouvée sans activité. Et là, j'ai entamé tout un chemin de découverte, de développement personnel à faire des retraites, des séminaires sur trouver ma mission de vie, sur travailler sur l'estime de moi, de me faire accompagner par une psychologue, par des coachs, voilà, pour trouver vraiment ce qui me tenait à cœur. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est vraiment un guide dans ma vie de faire quelque chose que j'aime de mes journées et quelque chose qui me parle et de me dire que voilà, si j'ai un rêve à réaliser, c'est vraiment là-dessus que je me sentirais animée et donc autant aller là-dessus. Donc j'ai mis beaucoup d'énergie pendant plusieurs mois, plusieurs années, à trouver le chemin qui me correspondait le mieux. Et je me suis mise à mon compte pendant quelques années à me former au coaching. Donc j'ai accompagné à la fois des individus à trouver eux le projet qui les anime et les aider à le concrétiser. Ah super, donc t'es coach aussi. Oui. Coach de vie ou coach en entreprise ? Alors plutôt coach en lien avec le projet professionnel ou avec l'entrepreneuriat. Donc je fais ça, j'anime aussi des séminaires pour les étudiants, pareil, pour les aider à trouver en fait, à écouter la petite voix qu'ils ont en eux, à être à l'écoute de leurs ressentis. C'est vraiment ça qui m'amuse le plus, c'est de se dire que je pense qu'on sait tous à peu près ce qui nous fait vibrer, mais c'est pas toujours facile de laisser une place, de l'écouter, d'être à l'écoute de ses ressentis et puis aussi d'avoir la confiance de se dire allez hop, je me lance. Et donc voilà, à travers
l'accompagnement que j'ai fait, c'était ça aussi, c'était, trouver, ce qui nous anime, quelles sont nos forces, nos compétences, ce sur quoi on est dans notre zone d'excellence et qui fait qu'en fait, on n'a même pas l'impression de travailler. J'ai toujours aimé effectivement, la dynamique, je sais pas si c'est du business, mais de créer quelque chose, le côté créativité, partir de rien, enfin organiser, imaginer une idée et arriver à la concrétiser, ça c'est quelque chose que j'adore faire. J'aime bien l'accompagnement, mais j'ai aussi beaucoup besoin d'être dans l'opérationnel et du coup, c'est à ce moment-là qu'on s'est retrouvés avec Sophie. Elle avait, de son côté, quitté un emploi dans une entreprise, dans les vins et spiritueux, pour pouvoir avoir plus de temps, pour, sa famille, mais avec l'envie de continuer à avoir un projet aussi. Donc elle avait créé une marque de bijoux. Tout ça, le côté aussi, créatif et puis monter un projet. Mais on a commencé à échanger toutes les 2 sur la possibilité de faire quelque chose ensemble et donc elle a mis de côté, et arrêté son entreprise de bijoux et de par nos expériences perso, on a eu cette idée de Sister Feel et donc on a commencé à travailler ensemble avec cette idée d'être sur quelque chose, vraiment des solutions naturelles, enfin traiter les inconforts que les femmes rencontrent parce que mine de rien, on est beaucoup plus sujettes à des petits inconforts du quotidien comme les troubles du sommeil, la constipation, une mauvaise circulation sanguine et en tout cas pour moi, ce qui a été aussi hyper important à travers ce projet, c'est, d'aider et d'encourager les gens justement à être à l'écoute de leurs ressentis, être à l'écoute de ce par quoi ils peuvent être animés pour, voilà, être une clé d'entrée pour se sentir mieux. Et toi qui parlais de mission, justement, est-ce que Sisterfield, en tant que projet, a une mission? La mission de Sister Feel, en tout cas celle qu'on se donne, c'est vraiment d'aider les femmes à soulager leurs inconforts du quotidien de manière la plus facile possible et de manière naturelle. Donc quand on dit naturel, en tout cas nous on l'entend aux sources, enfin au sens des ressources de la nature. Donc voilà, il y a toute une industrie pharmaceutique qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui parce que franchement ça sauve des vies et ça fait des miracles. Mais on peut avoir tendance à l'utiliser peut-être un peu trop facilement, alors que en étant à l'écoute enfin rien qu'en étant à l'écoute en fait de ce qu'on peut ressentir, parfois on arrive à déjouer des inconforts et il existe aussi des solutions de la nature comme l'eau, comme le froid, comme les plantes, comme je sais pas, je pense au sport, au mouvement, à l'alimentation et toutes ces choses-là peuvent être des coups de pouce, ne suffisent pas toujours, mais parfois peuvent être des coups de pouce qui font vraiment du bien et qui quand on les instaure dans un quotidien peuvent faire la différence. Et quelle est ta première expérience, du coup, toi, de la cryothérapie? Qu'est-ce qui a été déclencheur? Une autre de mes sœurs, parce que donc dans notre famille, il y a 2 garçons et 4 filles, donc voilà, le côté fraternel, sororité, à s'échanger plein de bons plans, mais nos frères n'en perdent pas une miette et on échange aussi avec leurs femmes. Et ben, c'est une autre de mes sœurs donc qui un jour me dit: «J'ai découvert un truc génial, il paraît que si tu mets des poches de froid dans ta culotte, ça joue sur la circulation, ça joue sur le sommeil, ça joue, sur l'inflammation, si tu as des douleurs, ça peut aider aussi, j'ai trop envie d'essayer» et je la regarde en me disant: «Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Elle nous a encore dégoté quelque chose, de quoi elle parle?» Voilà, de nature curieuse, je me renseigne et puis en fait, au bout des premières lectures, je me dis: «Bah, en effet, ça a l'air quand même super» et même si ça paraît très bizarre, en fait, il y a énormément de bon sens derrière. Et en fait, notre père, il est bon retraité aujourd'hui, mais il était médecin gastro-entérologue. Et du coup, bah, comme souvent dans ces cas-là, je lui pose la question. Et directement, il me dit, bah oui, en fait, le froid, on le recommande hyper souvent en médecine. Voilà, il y a des propriétés antidouleurs, anti-inflammatoires, vasoconstricteurs. Donc ça veut dire qu'il joue sur la circulation sanguine, sur le calibre des vaisseaux sanguins. Et donc il me dit, bah, même moi dans ma pratique, je recommandais très souvent en cas d'hémorroïdes d'appliquer du froid, pour les douleurs en post-opératoire, etc. Et puis en fait, lui, il s'est tout de suite passionné pour le sujet, ça l'a beaucoup amusé de creuser ça avec nous. En fait, c'est là que lui nous a aidés à faire le lien avec la cryothérapie corps entier. On induit un choc thermique pour le corps et c'est ça qui entraîne toutes les réactions positives de par ces échanges avec lui, de par l'idée de ma sœur, j'ai commencé à essayer pour moi, même si j'ai pas de pathologie particulière, mais comme j'aime beaucoup découvrir les méthodes de bien-être naturel et ça m'a poussée aussi à être beaucoup plus à l'écoute de ce que je pouvais ressentir, d'être attentive aussi à ce qui pouvait jouer quand je le faisais, etc. Et en effet, je me sentais bien, j'ai souvent les jambes qui gonflent au fur et à mesure de la journée parce que malheureusement, je suis beaucoup trop sédentaire et puis une mauvaise circulation sanguine à la base et donc c'est vrai que ça m'aidait beaucoup sur la circulation pour les jambes. Je me suis rendu compte que je dormais hyper bien, même si j'avais pas forcément de problème de sommeil, mais j'avais un sommeil hyper profond et j'adore me souvenir de mes rêves et j'en faisais plein. Enfin, en tout cas, je m'en souvenais à fond.
Et pareil sur le transit, là, les moments un peu, les phases de constipation, ça aide aussi, donc je trouvais ça top. Et donc j'en ai parlé à Sophie, qui elle, à ce moment-là, était enceinte et avec de gros problèmes de circulation, de varices, placée à des endroits qui font mal. Et donc je lui en parle, elle me dit: «Ah non, non, je suis trop frileuse, je pourrais jamais faire ça». Finalement, quelques semaines après, sa sage-femme lui en parle aussi en disant: «Vous savez, par rapport à vos problèmes de varices, utiliser le froid, ça va vraiment vous aider». Donc là, elle me dit: «Bon, allez, vas-y, c'est quoi la référence de ton truc? J'essaye». C'est comme ça que de fil en aiguille, on en a parlé, voilà, autour de nous, et qu'on sentait que les femmes étaient intéressées parce qu'il y avait toujours un inconfort où elles se disaient: «Ah ouais, ça pourrait vraiment m'aider». Ça leur donnait malgré tout pas trop envie par rapport à ce qui existait, que ce soit dans le discours, dans le produit. Et voilà comment on en est venu à là, en fait, de par nos propres expériences. Au point de vouloir créer donc Sisterfeel. Est-ce que tu peux nous parler de l'histoire du nom de la marque? Ah c'est un truc de famille aussi, on était, ouais, avec nos frères et sœurs, parents, neveux, beaux-frères, belles-sœurs et cetera. Je sais plus à quelle réunion de famille, et puis, donc tout le monde était au courant de notre projet, donc je sais plus, c'est parti en brainstorming sur le Mister Freeze parce que voilà, ça peut ressembler à un Mister Freeze, et Sister Freeze, on trouvait ça, peut-être un peu trop dur, un peu trop froid. Comme il y a toujours cette idée du ressenti derrière, et ben ça a dérivé assez naturellement sur Sister Feel. Mais donc c'est un de nos frères qui, en blaguant, nous a dit: «Vous avez qu'à appeler ça Sister Freeze». Juste pour replacer, enfin Sisterfeel, c'est pas votre première expérience entrepreneuriale, puisque séparément finalement, toi comme ta sœur Sophie, vous aviez créé vos propres parcours. Toi dans le coaching et elle avec sa marque de bijoux. C'est votre premier projet commun. Du coup, c'est comment de travailler en famille? Nous, on adore, mais parce qu'on s'adore. Moi, je vais parler de moi, mais je pense que c'est assez semblable pour elle, mais on est très attachés à notre lien de sœur avant tout. Et à la fois, c'est une feinte, mais à la fois, du coup, c'est un super guide parce qu'on ne peut pas laisser moisir les sujets, et que dès qu'on sent qu'il y a un truc qui nous agace, qui nous titille, qui est un peu compliqué, en fait, on s'en parle très vite dans la journée ou dans la semaine, mais enfin, voilà, on tient tellement à notre lien de sœur qu'on veut pas que Sisterfield puisse éventuellement un jour gâcher ça. Donc en fait, je pense que c'est aussi hyper sain pour la relation entre associés. Et puis au-delà de ça, on est trop contentes de se retrouver. Donc on n'habite pas dans les mêmes villes, donc en fait, on se voit une fois par mois ou quand il y a des événements auxquels on participe. Mais voilà, aller faire les salons des professionnels de santé ensemble, se retrouver voilà, dans une chambre d'hôtel, dans un salon ensemble. Enfin, nous, on est trop contentes. En fait, on est hyper excités de créer aussi cette nouvelle relation, parce qu'on se connaît dans nos histoires perso, et donc là, de se voir travailler ensemble, il y a eu plein de premières fois qui étaient hyper sympas. Là, on rentre un peu plus dans une routine. Au tout début, ouais, il y avait une sorte d'excitation de vivre ça ensemble. Ouais. Et sur les compétences, vous êtes complémentaires? Comment vous vous dispatchez? On n'est pas toujours complémentaires. Parfois, il y a des choses qu'on aime bien faire toutes les deux. Globalement, on l'est quand même. Moi, j'aime bien être un peu, ouais, à l'initiative des idées, des concepts. Elle, Sophie, elle est assez très créative et très dans le détail du produit. Donc, en gros, elle travaille aussi beaucoup toute la préparation amont d'un projet, d'une nouvelle idée, etc. Et moi, j'adore faire tout ce qui est rouage derrière, être un peu la numéro 2, un peu Charlie Chaplin avec ses écrous, ses rouages, et faire en sorte que l'idée qu'on a, on puisse la concrétiser et la mettre sur le site, et travailler la logistique, et aller voir les fournisseurs, etc., etc. Toute la partie plus production, back-office. Mais après, il y a aussi des compétences dont une entreprise a besoin et que ni l'une ni l'autre n'avons. Et dans ces cas-là, on n'hésite pas à aller s'associer avec des partenaires, avec d'autres prestataires, etc., qui peuvent nous apporter cette compétence. Quelles compétences il vous manque, par exemple, aujourd'hui? Tout ce qui est paramétrage des publicités sur Meta, on pourrait prendre du temps et le faire quand même, mais en fait, on sait que même en y passant un temps fou, on sera pas à la hauteur, on n'arrivera pas au résultat attendu. Donc là-dessus, par exemple, on préfère aller travailler avec quelqu'un. Enfin, en même temps aussi, il faut déléguer, quoi. Enfin, vous pouvez pas tout faire. Exactement, et puis ça nous permet d'avoir un peu une sorte d'équipe, parce qu'aujourd'hui on est à 2. On aime beaucoup notre fonctionnement comme ça, qui nous offre aussi énormément de flexibilité, parce qu'on a toutes les 2, Sophie elle a 4 enfants, moi j'en ai 3 en bas âge. Du coup, mine de rien, c'est aussi un taf en tant que tel, et du coup on aime bien être à 2 pour la flexibilité que ça peut nous offrir. Et du coup, c'est chouette aussi d'avoir des gens avec qui parfois on travaille depuis quasiment le début, et on choisit vraiment nos partenaires sur l'intuition, sur le feeling, sur le relationnel. Et ce qui compte avant tout pour nous, c'est d'avoir plaisir à les retrouver, à travailler avec eux.
Alors, je rebondis parce qu'il y a une information que je trouve très intéressante que tu viens de me donner, c'est que tu as 3 enfants et ta sœur en a 4. Et du Ouais. coup, bah, forcément, tu me vois venir, j'ai envie de te demander comment ça se passe justement cette organisation en tant qu'entrepreneur et maman? Parce que moi, je trouve que les mamans, c'est aussi des managers, quoi. C'est de la micro-entreprise aussi à la maison, quoi. Tu vois? C'est un C'est ça, moment, on est, des vrais gestionnaires de PME. ouais, Et ben, du coup, comment c'est exactement ça. Comment vous gérez? Enfin, Et ben, en fait, je trouve que ça dépend vachement du regard porté parce que, parfois, effectivement, enfin, oui, ça m'arrive souvent de retravailler le soir et cetera et parfois, je peux me culpabiliser en me disant: «Oh là là, je travaille beaucoup» et cetera. Mais cet été, je l'ai vu un peu d'une manière différente en me disant: «Mais en fait, ce statut, c'est une chance». Ça me permet aussi, cet été, j'ai pris 5 semaines de vacances et je me suis dit: «Bah, je le vois comme une chance, je peux, finalement être avec mes enfants». Enfin et le soir, je retravaillais, 2 heures pour répondre aux clientes parce qu'il y a toujours des choses à traiter, etc. C'est un équilibre périlleux, enfin, et qui est en perpétuelle évolution aussi avec l'évolution de l'âge des enfants. Euh, et franchement, l'année dernière, j'ai pas du tout travaillé les mercredis. Cette année, je me dis, bah, je vais retravailler un petit peu les mercredis, mais ça se trouve dans 6 mois, je me dirai, ah non, je veux plus. Enfin, voilà, ça se fait. Oui, oui, il y a plein de fois où je me dis, ah, ce serait peut-être plus simple si j'étais salarié. Puis après, je me dis, bah non, pour telle et telle raison, ce serait peut-être pas forcément plus simple. Je me dis, ouais, à la fois, ça apporte vachement de souplesse. Le jeudi soir, je vais chercher mes enfants à l'école. Sophie, elle fait des sorties de classe tous les jours. Et elle a vraiment à cœur enfin, elle, c'est presque, ouais, priorité à sa vie de famille et trop heureuse de s'investir sur Sisterfield, mais envie d'être présente pour sa vie de famille. Donc, ça peut offrir ça aussi. mais j'entends ce que tu veux dire par, ça dépend finalement de ton regard et de tes priorités et où est-ce que tu te places. Et c'est vrai qu'on le rechallenge très souvent parce que bah, c'est arrivé, oui, Sophie en fin d'année qui se disait mais en fait j'ai été partout et nulle part, j'aurais aimé avoir du temps plus cloisonné alors que je me rends compte que quand je suis avec mes enfants, je suis aussi sur mon téléphone à répondre à mes mails, donc j'ai envie de m'organiser différemment pour avoir quand je suis au travail, être dédiée à mon travail, mais à 16h30 quand je les retrouve, coupé. Mais en même temps, je trouve que c'est une chance. Moi, à titre personnel, je trouve que ça m'aide beaucoup encore une fois, être à l'écoute de mes besoins, de ce qui est bon et de me questionner, parce que cet équilibre ne dépendant que de moi, bah en fait, si moi je suis pas à l'écoute de ça, enfin voilà, j'ai pas un boss qui va le faire pour moi ou qui va m'imposer des choses, c'est je m'impose à moi-même le rythme que j'ai envie d'avoir. Donc quels sont mes besoins du moment et tout ça, ça bouge soit quotidiennement, soit mensuellement. Mais je me dis toujours que c'est une chance parce que en fait ça me fait prendre en maturité et en sagesse c'est un bien grand mot, mais je me sens de plus en plus apaisée à force en fait. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que c'est Mm. toi qui as lancé la campagne Ulule? Parce qu'il y a une campagne Ulule qui est clôturée depuis Ouais. septembre 2022. Vous y vendiez déjà donc les kits en précommande. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette campagne? Et puis surtout, comment est-ce qu'elle s'intègre dans les différentes étapes du projet que vous aviez et puis de la vision du projet? Je sais plus qui a eu l'idée, mais assez vite on s'est dit qu'on allait faire ça parce que quand même en 2021, quand on s'est dit mais allez, on lance une marque, on va proposer le produit que nous on aimerait avoir pour faire cette méthode d'appliquer du froid au niveau périnéal. Honnêtement, on savait pas du tout quel retentissement ça allait avoir, on savait pas du tout quel était le marché. Enfin, il existe quelques marques, mais assez, enfin anecdotiques ou en tout cas peu visibles. Sur les réseaux, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Donc on s'était dit bon bah allez avec nos calculs, si on en vend 200 ou 300, c'est déjà génial quoi. Et donc je sais plus comment est venue cette idée de la précommande, mais aussi en se disant bah ça permet d'événementialiser, de se faire connaître, et puis ça permet de savoir aussi combien on doit en commander parce que sinon c'est un vrai pari. Et donc bah il y a toute la phase amont de trouver les partenaires, les fournisseurs, imaginer le produit, etc. Le mettre au point et une fois qu'il est mis au point, de se dire bon bah on peut le prendre en photo. On peut montrer quelque chose et effectivement Ulule c'est un vrai c'est un vrai marathon parce que c'est quand même très engageant, faut être présent, mais ça nous a poussé à faire les choses bien, à contacter des influenceurs, la presse, à contacter beaucoup de professionnels de santé parce qu'en fait très vite on s'est aperçu que ils étaient intéressés par ce dispositif pour aider leurs patientes. Et en fait quand on a commencé la campagne Ulule, dès le premier jour on a eu 500 ventes. Donc en fait, on avait largement dépassé ce qu'on imaginait. Et après, dans les 3 semaines qui ont suivi, je crois qu'au total, on a fini à 1200 ventes. Donc c'était 3-4 fois plus que ce qu'on avait,
que ce qu'on espérait. Donc c'était génial. Et puis surtout, ça nous a constitué un réseau de personnes, soit qui souffrent de maladies que le froid aide. Je pense à l'endométriose, je pense à la névralgie pudendale, qui est une maladie qui est pas très connue, mais vraiment, c'est des gens qui utilisent du froid quasiment en continu sur la zone périnéale. Et après, plein de pros de santé et du bien-être, des naturopathes, des ostéos, des kinés, des sages-femmes, parfois des Finalement, médecins surtout aussi. des professionnels, en fait. Et beaucoup de professionnels, ouais, Ouais. carrément. Et du coup, là, on s'est dit, ah oui, en fait, ça dépasse largement ce qu'on imaginait, parce que nous, on n'a pas de pathologie particulière, on le faisait plus dans un souci de bien-être. Mais on s'est dit, en fait, ça dépasse largement ce pourquoi nous, on l'utilise. Et il y a vraiment quelque chose, entre guillemets, de thérapeutique, qui va au-delà du bien-être. Alors justement, je voudrais juste revenir sur le fait que donc c'est de la cryothérapie périnéale, parce que la cryothérapie, c'est un sujet à part entière. Encore une fois, juste pour ceux qui nous écoutent, vous avez décidé vraiment de vous concentrer sur la cryothérapie périnéale par rapport à votre mission, comme tu l'as présenté au début, de venir accompagner les femmes au quotidien dans les inconforts du quotidien. C'est pour ça que vous avez choisi la cryothérapie périnéale? Vous êtes ciblé là-dessus? Ouais, parce qu'effectivement, la cryothérapie corps entier, elle existe. Alors aujourd'hui, elle est pratiquée dans des cabines ou c'est des gens qui vont faire des bains en eau froide. Ça se fait beaucoup dans les pays du Nord. Et d'ailleurs, en France, on voit un petit peu l'essor de ces grandes baignoires pour faire les bains froids aussi qu'on peut se procurer. L'idée là, c'était d'avoir un outil en fait, un peu une boîte à outils qu'on a dans sa trousse à pharmacie, le truc facile, simple qu'on peut dégainer, qui est dans notre congélateur. Et donc effectivement, pour préciser un peu plus pour ceux qui nous écoutent, c'est une poche de froid qui a un peu la forme d'une serviette hygiénique et qu'on met au congélateur. Et une fois qu'elle est rafraîchie, on la glisse dans un étui en coton qui a la forme aussi d'une serviette hygiénique et qui se clipse autour du sous-vêtement. Et du coup, la poche de froid est entre la culotte et la zone périnéale. Et du coup, le froid se diffuse au contact de la peau de la zone périnéale. Et donc, c'est quelque chose qu'on a dans son congélateur, qu'on peut utiliser soit à la demande, soit de manière régulière. Il y en a qui l'ont vraiment instauré dans un rituel régulier. Vous êtes vraiment sur un produit qui est assez innovant puisque les compresses, elles diffusent du froid. Dis-moi si je me trompe maintenant sur la nouvelle version, mais à la base c'était 1h30 environ. On est plutôt sur 1 heure. Mais vous avez tout de même innové puisqu'on était sur des moyennes plutôt marché de 15 minutes. Vous arrivez quand même avec une proposition de diffusion du froid d'environ 1 heure avec plus d'ergonomie, un design qui est plus moderne. Je me demandais comment vous avez développé ça. Est-ce que vous avez travaillé avec des équipes de recherche et développement, avec des spécialistes de quelle typologie de produits? Enfin, vous arrivez avec votre idée. Comment vous avez réussi à lui donner vie à ce produit pour pouvoir vous positionner différemment sur le marché? On est vraiment parti de nos besoins en se disant que ce qui existait sur le marché était déjà top, mais commençait déjà à avoir quelques années d'ancienneté, et qu'aujourd'hui, par rapport à nos modes de vie, par rapport à nos âges, par rapport à la façon dont on avait envie d'utiliser ce produit, ce qui existait nous correspondait pas du tout. Déjà effectivement par rapport à la durée du froid, par rapport au côté souplesse et confortable, ce qui existait pour nous en tout cas nous semblait gros, pas très confortable. Et donc, on est vraiment parti de nos besoins, mais à chaque fois en les validant, en faisant des tables rondes clientes et en sollicitant aussi les professionnels de santé et du bien-être, en se disant, vu qu'il y a aussi un intérêt de ces professionnels-là pour leurs patientes et que eux aussi ont aussi leur regard, on va dire, plus pointu, plus scientifique, à chaque fois, on soumettait aussi les échantillons à leur regard. Donc, il y a eu ça. Et après, effectivement, travailler avec les partenaires, avec les fabricants. Mais sur la dernière version, je sais plus à combien de versions différentes on est, mais je pense que celle qu'on a validée, c'est peut-être la 20e, quoi. Trouver la bonne qualité de plastique qui va faire que c'est souple, trouver la bonne composition du gel qui va faire que ça dure le plus longtemps possible, que ce soit pas brûlant comme froid, mais que ça reste souple. Parce qu'en gros, l'eau, quand elle se congèle, ça devient un glaçon dur. Donc, comme dirait Sophie, l'idée, c'est pas d'avoir un bateau Playmobil dans la culotte, quoi. Voilà, de trouver le système qui fait que ça se clipse autour du sous-vêtement, parce que nous, de nos expériences passées, Sophie raconterait de manière beaucoup plus drôle que moi, mais qu'elle s'est retrouvée à la sortie des classes avec la poche qui lui glissait le long de la jambe, le long du pantalon, et qu'elle était là à dire aux enfants, allez vite, vite, on rentre dans la voiture.
Donc voilà, donc c'est toutes ces petites expériences aussi et notre cahier des charges de se dire pour en tirer des bénéfices, il faut que ce soit le plus facile possible. Qu'est-ce qui faciliterait le plus possible la pratique? C'est aussi, voilà, plutôt que d'avoir la poche de froid à côté des petits pois ou des poissons panés dans le congélo, avoir une trousse qui permette de stocker, mais aussi de transporter. Et notamment l'été, on reçoit plein de messages de clientes qui me disent est-ce que je peux prendre l'avion avec? Est-ce que je peux l'emmener, etc. Donc ça part beaucoup de notre cahier des charges et puis après, nous, on est assez exigeante sur la qualité, d'où la vingtaine d'échantillons, jusqu'à ce que le fabricant nous dise là, va falloir appuyer sur le bouton, sinon on va plus vous suivre. Et puis après, on teste et on voit, voilà, cette première version qu'on avait et qui malheureusement avait parfois des défauts. On a testé et c'est ce qui nous a permis de nous lancer. Donc voilà, on est beaucoup aussi en se disant voyons en petite quantité, puis on voit comment ça prend et puis on avise. Donc le plus dur au final, ça a été justement de trouver les fournisseurs, enfin les solutions qui existent déjà aussi. Enfin, je veux dire en termes de produits et qui convenaient en fait à votre cahier des charges. Oui, exactement. Donc en fait, concrètement, entre le moment où vous décidez de créer le produit et de le commercialiser, il se passe combien de temps? Parce que ça va très vite. En même temps, la campagne, elle s'est terminée en 2022, on est en 2024. Ouais, mais le premier coup de fil avec Sophie, où je me souviens très bien, elle me dit mais faut absolument qu'on fasse ça. Et c'était en janvier 2021. Et la campagne Ulule, c'était en juin 2022. Bon, entre-temps, elle a eu un petit bébé. Voilà, moi, je lançais aussi mon activité de coaching, etc. Donc, et puis la première phase de chercher les fabricants, etc., elle peut être un peu longue, mais donc il s'est passé 1 an et demi. Et après Ulule, par contre, tout est allé très très vite parce que donc on a les précommandes, on livre nos clientes en octobre. Entre-temps, on enregistre le tournage pour l'émission, je sais pas si tu connais, Qui veut être mon associé sur M6, qui est diffusée en janvier 2023. Et là, la télé a un pouvoir assez important de visibilité, donc il y a à nouveau une vague de visibilité pour nous. Enfin voilà, et après les choses s'enchaînent et faut le dire aussi, l'entrepreneuriat c'est des montagnes russes, donc il y a des moments de découragement, on a beaucoup trop de stock, et puis 1 mois après, finalement, repassage dans une émission télé, on vend tout notre stock en 2 jours alors qu'on pensait être stocké pour 6 mois. Chaque fois qu'on a des moments de doute, bon, on sait pas trop comment ça va évoluer, etc. À chaque fois, on a une super nouvelle. Donc on se dit que l'univers collabore et nous invite à continuer. mais ces phases de doute, elles sont chouettes aussi parce que du coup, elles permettent aussi de se reposer les questions en se disant qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Enfin voilà, on essaie toujours d'être guidé par qu'est-ce qu'on aime faire et comment on aime le faire et qu'est-ce qu'on a envie de partager comme relation avec les clients et les gens qui nous suivent, en se disant qu'on a envie d'être le plus authentique possible aussi et que ça nous ressemble le plus possible en fait. Pendant un moment, on se comparait à d'autres marques, mais en fait, plein de fois, on se dit mais il existe autant de façons de gérer une entreprise que d'entrepreneurs. Donc nous, quelle est la façon qui nous donne envie? Et continuons là-dessus en essayant de faire en sorte que ça marche. Ouais, c'est important ce que tu dis. Parce que je pense que autant dans le domaine de l'entrepreneuriat que même de manière générale, l'être humain a une capacité, une facilité plutôt à se comparer aux autres, à se dire que ailleurs c'est toujours mieux, alors qu'en fait, au final, comme tu viens de le dire, l'authenticité, revenir à soi, s'écouter, revenir à ses valeurs, ses envies, c'est ce qui te donne la direction. C'est important. Oui, je pense, tu sais, aux bonnes pratiques ou aux comptes que tu suis, qui te disent il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire des levées de fonds, il faut être sur LinkedIn, etc. Mais en fait, pourquoi pas, hein, peut-être qu'un jour on fera une levée de fonds, mais aujourd'hui ça correspond pas à la façon dont on a envie de Sisterfield. Après, voilà, on sait jamais comment ça peut évoluer. Mais donc parfois on se dit ah ouais, un tel il fait ça, est-ce qu'on devrait pas y aller aussi? Mais souvent on se redit non, mais allons-y avec la façon qu'on a envie de faire nous, quoi. Tu as mentionné l'émission, je rebondis, parce que c'était en janvier, c'est ça que vous y avez participé? Ouais, en janvier 2023, donc il y a 1 an et demi déjà, ça a été diffusé il y a 1 an et demi, mais le tournage, c'était il y a pile 2 ans. Vous avez des investisseurs en face de vous. Avec quelle intention vous avez participé à cette émission? Est-ce que tu peux nous parler un peu de votre passage? On terminait notre campagne Ulule et plein de gens nous avaient dit vous devriez trop vous inscrire à Qui veut être mon associé. On tente notre chance et effectivement on a eu énormément de chance parce que le casting était quasiment bouclé, mais on a réussi à passer entre les mailles du filet et donc on enregistre. Et pour nous l'idée c'était de se dire ce serait génial, en gros le projet dépasse les ambitions qu'on s'était fixées. Dans cette émission il y a quand même des gens qui sont des pointures, qui sont de bons conseils. Là ça pourrait vraiment nous aider pour la suite à structurer l'entreprise.
donc on y va avec cette intention. Et l'idée de se dire, c'est aussi l'occasion de pouvoir présenter au grand public sur une chaîne de grande écoute ce produit, et on sent que voilà, quand il est vu, il y a plein de qui ça parle. Donc on y va vraiment dans cette optique-là de se dire, au pire, on aura eu un super échange avec les investisseurs et on va profiter de ça, et au mieux, peut-être qu'on va repartir avec des partenaires, et si on est diffusé, parce qu'on ne sait pas quasiment jusqu'à la dernière minute si on va vraiment être diffusé, ce sera l'occasion de partager cette méthode au plus grand nombre. Et comment est-ce qu'ils ont réagi au pitch? Mitigé, en fait. Il y avait donc 2 femmes sur le plateau et 3 hommes dans l'équipe des investisseurs. On pensait vraiment que les femmes seraient nos alliés. En fait, on connaissait pas forcément bien le profil des femmes, et notamment l'une d'elles, c'est pas forcément quelqu'un qui va être sensible justement à être à l'écoute de son corps, plutôt quelqu'un d'assez fonceur, et tout notre discours lui a pas du tout parlé. C'est quelqu'un qui était pas du tout dans la cible, mais voilà, c'est toujours intéressant aussi d'avoir le point de vue des autres, hein, et franchement, ça peut pas forcément parler à tout le monde. Et après, par contre, les hommes étaient beaucoup plus bienveillants, donc c'est ça qui était étonnant. Enfin, étonnant de la part des femmes plutôt, pas de la part des hommes. Voilà, on a senti qu'ils croyaient aussi en notre binôme, et donc ça, c'était chouette aussi, parce que pour nous, c'était le tout début, et qu'ils croyaient au projet. Vraiment, en fait, quand on y repense, c'était vraiment, enfin, on n'avait pas encore livré nos premières clientes quand on a enregistré, donc eux avaient très peu de recul aussi sur les chiffres, sur le potentiel. Nous, on avait encore de témoignages clients. Donc voilà, si on reparticipait aujourd'hui, on aurait beaucoup plus d'aplomb, d'assurance et beaucoup plus d'éléments à leur donner. À l'époque, on avait juste fait notre campagne Ulule. C'était chouette de voir qu'ils croyaient en nous et au projet. Effectivement, personne n'a fait de proposition. Alors justement, tu parles des femmes et des hommes en tant que cible, et ça, c'est une des questions que j'avais très envie de te poser, parce que je me suis dit, bon, les femmes sont principalement adressées. D'un point de vue cible, je me suis demandé si les hommes sont une cible à un moment donné, ou alors pas du tout, et que vous avez un positionnement plutôt féminin, assumé. Enfin, tu me posais la question de la cible. Ouais, nous aussi, on se l'est souvent posé, mais très vite, on l'a écarté. Les hommes, en fait. Bien sûr, les hommes peuvent utiliser notre dispositif. On a des clients hommes, mais en fait, nous, très assumés d'aller vers les femmes qui subissent beaucoup plus ces inconforts du quotidien, se dire que les femmes prennent aussi moins soin d'elles, prennent davantage soin de leur entourage que d'elles, et du coup, plutôt envie de s'adresser à elles. Et juste une chose par rapport à l'émission, parce que j'ai oublié de te demander, à la suite de votre passage, est-ce qu'il y a eu des impacts en fait sur l'entreprise, sur les ventes? Est-ce que c'était une dynamique voilà, qui a pu s'étirer un peu dans le temps? C'est une dynamique qui s'est étirée sur 8-9 mois, facile. Honnêtement, c'est vraiment une grande chance de participer à cette émission, parce que voilà, même s'il n'y a pas eu d'investisseurs et qu'à ce moment-là, nous, ça aurait été quelque chose d'intéressant pour nous. Et on est passé très tard, on est passé à minuit et demi, donc il y a quand même moins d'audience à ce moment-là, mais ça a eu un retentissement énorme sur la visibilité, sur les ventes de manière directe, mais aussi par rebond, en fait. On a été invité dans d'autres podcasts, dans les médias qui ont relayé aussi. Enfin, en fait, il y a plein d'effets rebond sur assez longtemps. Vraiment facilement, on est passé fin janvier, facilement jusqu'à octobre, on a ressenti les bénéfices. Même au-delà, parce que on a été rediffusé cette année à, je crois, 3h du matin, et je me réveille et je vois à nouveau, je sais plus combien de ventes le matin à 7h du matin. Je me dis, il s'est passé quoi cette nuit? Et après, dans mes messages, je comprends que on a été rediffusé dans qui va être mon associé, mais effectivement dans la nuit. Et le lendemain, je suis contactée par le rédacteur en chef d'une émission télé qui nous propose de venir en tant qu'invité pour une émission spéciale sur le froid. Donc en fait, les retombées, elles vont bien au-delà finalement de ce que je te dis. Cette nouvelle émission, à nouveau, c'est un vecteur de visibilité. Enfin donc voilà, en gros, on continue, je pense, quand même de récolter quelques fruits, même encore maintenant. Aujourd'hui, vous êtes distribué chez Nature et Découverte? Et grâce à l'émission, encore une fois, grâce à l'émission, dans la semaine qui suit, la chef de produit qui nous contacte et qui nous propose d'intégrer le magasin Nature et Découverte. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'y travailler, je trouvais ça génial, le sens, les valeurs, etc., les produits qui étaient dedans. Donc c'est vrai que j'étais hyper fière de retrouver nos coffrets chez Nature et Découverte. D'abord, vous avez vendu exclusivement sur votre site pendant donc 1 an. Là, vous êtes distribué chez Nature et Découverte depuis environ 7 mois. Donc pour vous, là, aujourd'hui, c'est quoi votre ambition? D'avoir de nouveaux distributeurs? Comment vous voyez les choses?
Eh ben oui, on est ravis d'avoir des nouveaux distributeurs. D'ailleurs, notre première boutique avant Nature et Découverte, c'était une boutique un concept store au Mans, donc dans la ville où nous on a grandi, donc on était trop fiers, trop fans. Et c'est une boutique géniale qui s'appelle Station M. Et en fait, ce genre de boutique, ça fonctionne assez bien pour des produits comme Sisterfield. Ça va être des boutiques qui sont tournées autour du bien-être, mais aussi un peu plus plaisir, cadeau, etc. Et aujourd'hui, nous on n'a pas on démarche pas, mais on est contacté régulièrement. Donc régulièrement, il y a des nouvelles boutiques qui distribuent ces Sisterfield. Et il y en a une à Genève, il y en a une à Rennes, une autre à Paris. Enfin voilà, et il y en a d'autres en cours de développement. Enfin, notre stratégie pour le moment sur la distribution, elle n'est pas offensive. On a envie d'avoir des nouvelles opportunités de partenariat avec des boutiques. Ouais. Et vous avez envie d'attaquer un peu le marché international à un moment où c'est pas dans le scope? Pareil, pourquoi pas, on a beaucoup de clientes suisses, de clientes belges, de clientes italiennes et canadiennes. Donc pourquoi pas. Enfin, quand je te dis beaucoup, tout ça, ça représente à peu près 15% de nos clientes, donc c'est pas rien. À la fois, il s'est passé plein de choses depuis 2 ans, depuis Ulule. À la fois, ça va vite et pas vite. Et du coup, on s'est aussi beaucoup concentré sur le produit. Bon, maintenant qu'on est 100% satisfaite de notre produit, je pense qu'on va pouvoir laisser un peu cette partie-là de côté et développer d'autres choses. Donc, pourquoi pas. En gros, dans les projets, on va dire que l'année scolaire qui arrive va plutôt être dédiée à des nouveaux produits. Et pourquoi pas l'année scolaire d'après à diversifier les canaux de distribution. Ah, intéressant, parce que alors justement, j'allais te demander quelle est la suite. Vous avez déjà travaillé dessus? Ils sont prêts? Il y a des produits qui sont prêts à sortir d'ici 1 mois. Je sais pas quand tu vas diffuser le podcast. Ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus. Et donc là, les prochains produits qui vont sortir, c'est sur des infusions avec des vertus thérapeutiques. Donc toujours dans cette idée de travailler des solutions naturelles pour les femmes pour soulager les inconforts. Par encore une fois de notre propre expérience, mais moi j'utilise beaucoup les plantes en première intention pour m'aider. Et après, l'idée c'était de se dire, beaucoup de femmes viennent acheter Sisterfield pour des problèmes circulatoires ou pour des problèmes de douleurs pelviennes ou pour des problèmes de sommeil ou de transit. Et du coup, on a travaillé avec Nathalie Fadjianelli, qui est docteur en biologie et phytothérapeute, en lui disant, voilà, on adorerait proposer aux femmes des infusions bonnes, qui offrent un moment de réconfort, et qui, en plus de ça, utilisent des plantes qui ont des vertus thérapeutiques. Donc ça, ce sera notre premier élargissement de gamme, qui sort complètement du froid, mais qui reste dans les méthodes de bien-être naturel. Et d'ailleurs, dans les tables rondes qu'on a fait, etc., il y en a beaucoup qui nous disent, ouais, moi, de toute façon, quand j'utilise Sisterfield, c'est mon petit moment cocooning, je me prépare ma tisane, je prends ma Sisterfield, c'est mon petit moment pour moi, etc. Donc on se disait que ça avait aussi du sens. Et voilà, après, il y aura d'autres produits en lien avec le froid. On est en train de réfléchir à une version nuit, mais alors ça, c'est pas prêt tout de suite, ce sera plutôt pour 2025. Parce que je sais que c'est long, donc je sais pas quand ça sortira. Voilà, et après il y a d'autres produits en lien avec le froid ou avec d'autres inconforts féminins. On a plein d'idées. Maintenant, c'est voir comment on arrive à organiser notre temps avec, effectivement, on parlait tout à l'heure de la famille. Donc l'idée, c'est de pas se cramer non plus et de garder un équilibre. Donc voilà, parfois les projets prennent plus de temps que ce qu'on imagine. Il y a quand même des projections de projets, de produits. C'est sympa, il y a plein de clientes avec qui on échange par email, par Instagram et tout. Et en fait, très souvent, c'est ça qui nous donne aussi les idées, quoi. Carrément. Écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Une dernière question. J'ai découvert que tu donnais des cours dans l'école de management dont tu es diplômée. Et qu'il y a 2 cours. Et alors là, je me suis dit, je ne peux pas ne pas lui poser la question. Tu donnes un module carrière et un module développement personnel. En fait, je me souviens la première fois que je me suis dit: j'adorerais intervenir auprès des étudiants. Je crois que c'était en 2013. Je me souviens à peu près quand je me le suis dit. Mais pendant très longtemps, je me suis dit: je me vois pas donner des cours en achat, en marketing, ça me parlait pas. Et puis, quand j'ai fini mon séminaire là sur découvrir ma mission de vie, je me suis dit: voilà, je sais comment je vais revenir auprès des étudiants, je vais me former au coaching et je vais les accompagner. Enfin, pour moi, en fait, c'est une période où le champ des possibles est ouvert, où mine de rien, comme souvent, on n'est plus chez ses parents ou on est chez eux, mais on a aussi notre vie, on s'émancipe, etc. On se connecte quand même un peu plus à soi que à ce que nous dictent un peu nos parents. Mais malgré tout, il y a quand même encore beaucoup d'injonctions sociétales, familiales, faut aller dans tel type d'entreprise, faut démarrer par une grande, faut faire ceci, faut faire cela, etc. Et du coup, je me suis dit, c'est quand même trop dommage. Très souvent, c'est une période où on a plein de rêves, mais pour le bien du CV ou de je ne sais quoi, on les suit pas toujours. Et en fait, j'ai vraiment eu envie de retourner auprès des étudiants et d'animer ce cours du coup carrière, qui là, c'est un séminaire d'1 semaine
Et tous les matins, je suis avec un groupe de à peu près 14 étudiants et l'idée, c'est de les faire travailler sur eux, sur ce qui les anime, sur leurs valeurs, sur, leur parcours, dans quel projet ils se sont sentis hyper bien, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont sentis bien, et ce serait quoi leur rêve s'ils devaient l'écrire, juste comme ça, le dire à quelqu'un: «Moi, je rêve de», ce serait quoi? Et partir de là en disant: «Bon, bah, voilà, maintenant, comment tu peux faire? Qui tu pourrais connaître, qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui pourrait, t'aiguiller là-dessus?» Et c'est vraiment leur redonner aussi confiance sur, en fait, c'est possible, mais il faut se le dire. Si on s'écrit pas l'objectif, on se donne pas la chance de le réaliser. Alors que si on se l'écrit, mine de rien, petit à petit, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Après, faut être acteur, tout vient pas comme ça, mais c'est vrai que c'est une semaine où je repars hyper boostée parce que eux le sont aussi et je sens qu'ils sont hyper animés à se dire, «Ah bah ouais, en fait, c'est possible, je peux, peut-être arriver à ce que je veux faire». Je trouve ça génial de les voir se reconnecter à eux, à leurs forces, à ce qu'ils aiment, et à ce qu'ils rêveraient d'apporter au monde, en fait. Parce que très souvent, c'est ça, c'est, «Ah, je suis convaincue qu'on peut apporter du beau, qu'on peut apporter du bon, j'aimerais bien, que les gens soient comme ci, comme ça», et je me dis que voilà, une société où chacun réalise ses rêves, la plupart du temps, c'est quand même des choses plutôt positives et bénéfiques pour les autres, et ça peut être que positif. Ah, c'est super cet accompagnement. Donc toi, en fait, pendant une semaine, tu es à disposition des étudiants. Ouais, j'anime, enfin, je leur fais faire des ateliers, des exercices, je les fais échanger, effectivement, ouais. Et en fait, moi, ça me nourrit beaucoup aussi, même pour Sisterfield, parce que ça me fait prendre du recul aussi, c'est des pauses, et ça me fait travailler sur moi aussi, donc ça reste aussi bénéfique. Et du coup, la partie développement personnel, c'est un module à part. C'est un module à part et ça, c'est plutôt pour les premières et deuxième années et ça, c'est plutôt un module pour, leur apprendre à mieux se connaître et à comprendre que, ils ont leur propre singularité, leur propre façon de voir le monde et donc les inciter à être à l'écoute de ça pour eux, mais aussi à l'écoute de ça pour les autres et de se dire: en fait, l'autre est aussi plein de richesses, s'il pense comme ci, c'est par rapport, voilà, à son cadre de vécu à lui, ses expériences, son éducation, sa société, parce qu'il y a aussi parfois, des étudiants étrangers. Et du coup, c'est aussi pour favoriser le vivre ensemble, le travailler ensemble. Donc il y a ça, il y a tout un module aussi sur les émotions. En quoi les émotions peuvent impacter un travail de groupe, une situation, et donc comment en prendre conscience et être à l'écoute de ça pour soi et encore une fois pour l'autre. Et ça a été créé pour toi ou ça existait déjà? Ça existait déjà et un jour, je rencontre une personne que je suis amenée à coacher et elle habite à Lyon, donc pas du tout dans ma ville parce que moi j'habite à Lille et puis je me présente comme tu m'as demandé tout à l'heure et puis je m'entends dérouler le truc et je me dis: «Mais pourquoi je lui raconte ça?» Et en gros, je suis en train de lui raconter que je viens de me former au coaching et que mon rêve, ce serait d'animer des séminaires de développement personnel pour les étudiants et idéalement dans l'école que moi j'ai faite, qui est l'IESEG et elle me dit: c'est marrant ce que tu me dis parce que moi, ma mère, elle gère le département développement personnel de l'IESEG. Si tu veux, je te donne son numéro. Et là, franchement, c'est une expérience que je raconte tout le temps aux gens que j'accompagne en disant en fait, définissez votre rêve et parlez-en parce que vous savez pas sur qui vous avez en face. Et donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai intégré ce département et ouais, et j'aime beaucoup ça. Et après, c'est assez ponctuel, hein. Les étudiants, ils ont à peu près, ils ont 4 journées sur 2 ans étalées et donc voilà, moi, c'est des journées d'intervention. C'est pareil, c'est en mode séminaire, c'est très expérientiel. Moi, en fait, je suis là, j'anime, mais je les mets eux en expérience et en mouvement pour qu'ils intègrent de manière sensorielle les apprentissages, quoi. Ça sème des graines pour certains, parfois c'est un peu tôt, parfois ils prennent pas forcément parce qu'ils sont concentrés sur d'autres choses qui sont plus importantes pour eux à ce moment-là de leur vie, mais pour certains, voilà, ça peut aussi semer des graines et être intéressant pour eux. Écoute, on arrive à la fin de notre entretien. Ça y est, je te remercie. J'ai passé un super moment avec toi. Je trouve que c'est un beau projet que vous avez, hein. Continuez de le porter parce que vous le faites très bien. Merci Rim. Écoute, j'ai pas d'habitude dans les podcasts, on pose pas ce genre de questions, mais c'était super intéressant du coup pour moi et ravie d'avoir partagé. On te pose quoi comme question, Ange? Qu'est-ce qui diffère entre celui-là et les autres? C'est que c'est pas forcément sur mon parcours, encore moins sur mon expérience de coaching. C'est plutôt, oui, sur la cryothérapie, les bienfaits, etc. Mais du coup, c'est ce qui m'a plu aussi dans ton invitation. Ouais, super, tant mieux. Comme ça diffère un peu. Je vous souhaite une très très bonne continuation à toi et à Sophie. Je continuerai de suivre vos aventures. Merci Rim. Merci d'avoir écouté Les Chemins des Passions. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi partager le podcast autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Merci et à bientôt!